Le sujet ci-après présenté est le résultat des recherches effectuées à l'occasion de la thèse de doctorat réalisée à l'Universidad Peruana Cayetano Heredia. En cherchant des informations pour ma thèse de doctorat, je suis tombée sur des histoires qui semblaient irréelles pour ceux d'entre nous qui ne connaissent pas ou qui ne connaissent que de loin les expériences de ceux vivant juste avec le minimum pour survivre. Ces histoires étaient diverses, étant donné que 181 personnes y ont participé, parmi des bidonvilles et des communautés de Chimbote, Juliaca et Pucallpa. Mais ce qui m'a le plus marqué, ce sont les témoignages où la nourriture était rare, où la nourriture n'était pas disponible au quotidien. Parfois, maman s'asseyait avec nous, et ce n'est pas qu'on avait faim, c'est qu'on n'avait même pas dîné. Elle nous racontait des blagues pour qu'on ne pleure pas et qu'on rie à la roue que nous faisions. Comme nous n'avions pas de table non plus, nous nous asseyions par terre les unes à côté des autres. Ma mère nous disait « Venez ici les filles » et elle nous embrassait toutes. Nous étions tristes et elle nous disait « Un jour, ça va changer ». Mon père sortait. À cause de l'alcool, il ne rentrait pas et c'est lui qui apportait l'argent pour que ma mère puisse cuisiner. Quand il ne venait pas, parfois nous allions chez ma grand-mère. Mais parfois ma mère avait honte et nous n'y allions pas et nous nous endormions sans dîner. Souvent, il n'y avait rien à manger. D'autres jours, il y en avait. Parfois, nous mangions que des petits biscuits. C'était ça notre déjeuner. En d'autres termes, ce groupe de personnes interrogées a vécu une grande partie de sa vie sans satisfaire pleinement un besoin fondamental, comme celui de la nourriture. Et certains d'entre eux y sont encore sur ce point. Si l'on se place dans la perspective de la théorie des besoins humains d'Abraham Maslow, ces personnes ne devraient être guère intéressées par la satisfaction d'autres besoins qui ne soient pas les besoins proprement physiologiques. D'après cette théorie, les besoins humains sont ordonnés selon une hiérarchie où certains sont prioritaires. Et ce n'est que lorsque ceux-ci seront couverts que l'on pourra s'élever à réaliser des besoins d'un ordre supérieur. C'est-à-dire, lorsque le plus élémentaire, le plus fondamental fait défaut chez une personne, il ne peut y avoir des préoccupations supérieures, telles que l'intérêt d'avoir une maison, l'intérêt d'avoir une assurance maladie, une retraite pour l'avenir, l'intérêt d'étudier et d'avoir une profession, d'être conscient de l'environnement, d'avoir une conscience citoyenne, etc. L'existence ne se limite qu'au simple fait de subsister, de réussir à passer la journée. Comme en témoignent les villageois interrogés, la nourriture devient pratiquement le point central et presque la seule chose à laquelle ils pensent. Dans ces circonstances, la satisfaction, le bonheur sont pratiquement limités au fait d'apaiser sa faim, de se remplir l'estomac. Mon employeur, bon Dieu, ne me donnait pas d'études, il ne me laissait même pas aller au coin de la rue. Parce que les filles, il peut les arriver quelque chose, il disait. Puis elles se présentent en coup avec des enfants, avec un bébé, disait-il. Il ne m'a même pas laissé étudier. Rien du tout. Je ne disais rien. Ah non. Pour moi, habiter dans cette maison, ça voulait dire être heureuse. J'étais très heureuse là-bas. J'avais tout pour manger et tout, et puis je ne pensais même pas à étudier. À quoi je penserais à l'époque? Encore aggravé par les effets de la pandémie. Les témoignages ici exposés représentent donc la terrible situation des millions de compatriotes. D'autre part, on sait que l'exigence de ne penser qu'aux carences économiques, au fait que le lendemain il y ait assez de nourriture, au fait de savoir qu'on m'a déjà coupé l'eau parce que je n'ai pas payé les factures à temps, etc., affecte gravement la capacité mentale. En d'autres termes, la pauvreté
n'est pas seulement une question de manque d'argent ou de manque de ressources matérielles. En réalité, ce qui est le plus nuisible, c'est que la pauvreté sape et affecte le raisonnement et le jugement. C'est-à-dire, le stress permanent causé par la vie dans la pauvreté génère chez l'être humain des manières très caractéristiques de penser, d'agir et de réagir. C'est le vrai impact de la pauvreté. Saviez-vous que de plus en plus de découvertes scientifiques sont faites à propos de l'impact de la pauvreté sur la structure du cerveau? Il existe des preuves de plus en plus nombreuses, solides et tangibles qui déterminent que le fait de vivre dans la pauvreté conditionne le développement du cerveau, qui à son tour affecte le jugement et entrave la capacité à résoudre des problèmes, à fixer des objectifs et à accomplir des tâches de manière efficace. En outre, on sait que les personnes pauvres ont un volume de tissus cellulaires plus faible dans certaines zones du cerveau, qui sont des zones importantes pour le raisonnement et la prise de décision. Compte tenu de ce qui précède, n'est-ce pas la raison pour laquelle, dans les régions déprimées de notre pays, dans les secteurs des plus grandes pauvretés, c'est où les voix, au moment des élections, visent le candidat qui donne des denrées alimentaires? N'est-ce pas celle-ci l'une des raisons pour lesquelles un candidat au poste de gouverneur dans la région de Ancash a remporté les élections en offrant à ses électeurs 500 soles? Les opportunistes politiques, se rendant compte de cette faiblesse chez les personnes pauvres, voient dans ces populations leur bastion politique, et donc ils ne lésinent pas sur des efforts pour leur accorder certains pots de vin, afin d'obtenir le vote populaire tant désiré. Celui qui, sans aucun doute, donne d'aussi bons résultats aux élections. Tout cela est en violation de la loi 30 414, qui interdit d'offrir des denrées alimentaires, des promesses ou de l'argent et des cadeaux pendant les campagnes électorales. À chaque fois, j'entends des leaders d'opinion, des journalistes de renom, le jury national des élections lui-même, nous exhortant à ne pas nous laisser berner par cet homme politique qui promet sans fondement, qu'il faut voter en conscience, qu'il faut bien choisir nos autorités, qu'il ne faut pas faire les mêmes erreurs, parce que nous ne savons pas choisir. Voilà le sentiment que j'ai à ce moment-là, pour ce groupe de personnes qui vivent dans des conditions misérables, dont il y en a des millions dans notre pays. Ces suggestions, ces recommandations officielles ne vont pas vraiment les toucher. Elles ne vont pas y rester, malheureusement. Cela ne va pas fonctionner avec eux. Si les processus psychologiques de ce vaste secteur de la population sont ignorés, le célèbre programme de vote éclairé du gouvernement ne remplira pas son objectif. En d'autres termes, tant qu'il y aura des Péruviens vivant dans des conditions de précarité, le vote éclairé ne sera qu'une chimère, une illusion, l'utopie d'une société qui ignore les processus psychologiques de ses citoyens les plus vulnérables. Il est difficile, très difficile d'avoir un vote éclairé pour ces millions de Péruviens qui ne satisfont pas leurs besoins fondamentaux. Les politiciens rusés, comme je l'ai dit, vont diriger leur regard vers eux, et la mauvaise élection des membres du Congrès et des hommes politiques en général nous accompagnera jusqu'à ce que quelque chose soit fait pour ces populations qui vivent dans le manque.